Cette balado est une présentation de la Fédération régionale des OSBL d'habitation de la Montérégie et de l'Estrie. Une production rendue possible grâce au soutien financier du Centre de transformation du logement communautaire. Vous écoutez présentement ce qui sera pour un bon moment le dernier épisode hors série de Nos Voix pour des toits. Je suis Marc-Olivier Cholette, le producteur derrière le projet balado de notre fédération, et je me trouve au micro pour présenter la dernière entrevue de groupe que nous avons organisée avec le comité de production. En effet, pour 5 des 8 épisodes de la première saison de notre série, nous avons ciblé certaines régions du territoire que nous couvrons, soit la Montérégie et l'Estrie, dans le but de pouvoir mieux comprendre chacune des réalités individuelles du milieu du logement et de l'habitation, en donnant la parole aux organismes communautaires et publics, aux élus et aux locataires eux-mêmes. Bien que le Québec en entier soit touché par cette crise du logement que nous traversons, chaque secteur doit jongler avec des difficultés qui sont propres à une situation donnée. Enregistré au début du mois de juin dernier, cet échange qui ciblait les principaux acteurs de la MRC des Mascoutins réunissait un peu moins d'une dizaine de porte-paroles du milieu de l'habitation. L'activité était animée par ma collègue Martine Boyer, la responsable des communications et de la vie associative, ainsi que la nouvelle co-porte-parole de la FROM. Nous souhaitions arrêter notre loupe sur la région des Mascoutins parce que celle-ci s'agençait à la thématique du 7e épisode de Nos Voix pour des toits, la responsabilité des conseils d'administration des OSBL d'habitation. Dans cet épisode, nous avons notamment abordé les solutions existantes pour les organismes d'habitation dont leur immeuble arrive en fin de convention de paiement. La MRC des Mascoutins est d'ailleurs un bassin fort important d'organismes ayant terminé leur convention ou étant en voie de la finir. Toutefois, laissons la place à nos panélistes, dont vous avez pu entendre le condensé de la discussion dans notre 7e épisode, alors que nous vous offrons ici l'intégrale de l'échange que Martine a eu avec eux. Avec nous aujourd'hui, nous avons différents interlocuteurs, dont le député fédéral depuis 2019 de Saint-Hyacinthe-Bagotte, Simon-Pierre Savard-Tremblay. Les conseillers municipaux responsables du logement et de l'habitation dans leurs municipalités respectives, Luc Darcini de Sainte-Pie et David Bousquet de Saint-Hyacinthe. Nous avons aussi l'organisateur communautaire du CLSC Richelieu-Yamaska, Marcel Gélina, l'organisateur communautaire de Logement Mail et le directeur par intérim du même organisme, Pierre-Alexandre Nadeau-Voineau et Daniel Rondeau. Nous avons aussi avec nous l'intervenante co-gestionnaire de la Maison alternative de développement humain qui s'occupe de santé mentale, Émilie Auclair. Du Centre de femmes autonomie en soi, la co-coordonnatrice Mandoline Blier. Et finalement, on reçoit également Anna-Louisa Etouriga, la directrice des services d'immigration de Technopole. Technopole, en fait, s'occupe de développement économique dans la MRC Les Mascoutins. Dans une volonté d'être inclusif et d'avoir une vaste audience, en fait, on a aussi invité Jean-Claude Ladouceur, qui est directeur de l'OMH. Malheureusement, il est en vacances, donc il n'a pas pu être avec nous. C'est également le cas de Chantal Soucy, la députée de la CAQ. En fait, elle n'est pas en vacances, mais elle n'était pas disponible là, au moment de l'entrevue. Les maires, donc, des municipalités de Sainte-Pie et de Saint-Hyacinthe, eux, se sont dit un peu là, méconnaissants des dossiers et des enjeux en habitation. Donc, c'est pour ça là, qu'on a les conseillers municipaux qui s'occupent de ces dossiers-là avec nous aujourd'hui. Avant d'entrer dans le vif du sujet, donc on va faire un peu un portrait statistique de la région des Mascoutins. Bon, ben il y a 89 000 habitants qui habitent ce secteur-là, dont environ là, 42 % d'entre eux sont locataires. Les demandes au niveau du logement ont triplé au cours des dernières années, à tel point là, que c'est en 2019 qu'il y a eu la naissance d'une concertation multisectorielle en logement pour vraiment essayer de répondre à cette problématique-là qui est en hausse. On compte sur le territoire, en fait, plusieurs familles monoparentales à tel point que ça dépasse la moyenne québécoise. On voit aussi que Saint-Hyacinthe est très touché par l'itinérance en Montérégie. En fait, c'est la deuxième ville en Montérégie qui est le plus touchée par cette problématique-là, qui est souvent de l'itinérance cachée. Il y a près de 33 % des ménages locataires qui paient plus de 30 % de leurs revenus pour se loger. Et c'est 13 % de ces ménages-là qui dépensent en fait plus de 50 % de leurs revenus pour se loger. Et le taux d'inoccupation dans la région là, est vraiment bas. C'est en dessous du 1 %. En fait, ça s'établit à 0,6 %. Donc, on va entrer dans le vif du sujet. D'abord, ma question va s'adresser davantage aux élus qui sont présents avec nous. Je veux que vous nous parliez là, des réalités et des témoignages que les gens font quand ils vous consultent, quand ils vous appellent. C'est quoi le pouls que vous avez de la région? Voulez-vous que je me lance, Absolument. Madame Boyer?
Certainement. Alors, écoutez, je vous dirais qu'on a un problème qui est criant. Ça fait longtemps, c'est de longue date. On a eu longtemps le taux d'inoccupation le plus faible du Québec. C'est un record, je crois. C'est une place qu'on vient de perdre au profit de Granby, si je ne m'abuse, il y a 1 an ou 2. On se battra pas pour le revoir, loin de là. Il y a des premières places, il y a des médailles d'or qu'il vaut mieux laisser à d'autres parfois, et c'est le cas de celle-ci. Je vous dirais qu'en plus de ça, ajouter le fait qu'il y a un phénomène assez particulier. Il y a toujours des incendies. Il y a énormément d'incendies dans la ville de Saint-Hyacinthe. Ça fait que quand il y a des gens à replacer, il n'y en a pas de place. C'est aussi simple que ça. Quand il y a un taux d'inoccupation aussi faible, il n'y en a pas. Il y a parfois des initiatives qui ont un certain sens. Moi, j'ai travaillé avec mes amis du municipal, avec mes amis de l'organisme aussi, pour créer certaines unités de logement abordables. Cependant, je dirais que le problème avec tout ça, c'est qu'il faudrait plus que des enveloppes temporaires, que des programmes ponctuels comme ça qu'on annonce et qui sont sur le mode du premier arrivé, premier servi. Il faudrait véritablement une stratégie permanente avec des investissements permanents. Par exemple, puis je lance ça, c'est une proposition moi que mes collègues et moi avions avancé lors de notre dernière élection. On disait il faudrait qu'il y ait un réinvestissement qui irait jusqu'à 1% des revenus annuels fédéraux et que ça soit dans le logement social communautaire et abordable. Et je vous dirais qu'un autre des problèmes aussi, c'est une question dont on pourrait discuter longuement, mais je lance 2 aspects là parce qu'on va avoir l'occasion de développer davantage ensuite, j'imagine. Mais un des autres problèmes, c'est l'aménagement des sommes. Il faudrait que l'argent qui est utilisé, que l'argent qui est envoyé, il soit redistribué davantage au milieu communautaire, au milieu des coopératives d'habitation, au milieu des OBNL, plutôt que les promoteurs privés. Parce que ce sont ces organismes qui ont la véritable connaissance, la véritable conscience des besoins du terrain. Sur ça, je me tais et je reviens dans un instant avec mes collègues à parler. Oui, merci beaucoup. En fait, je pense que on va tous s'entendre sur les enjeux là, qu'on vit sur le territoire là, de la ville de Saint-Hyacinthe et de sa région, parce que c'est pas très, très différent à ce qu'on peut voir ailleurs au Québec. Et notre député fédéral l'a bien mentionné, mais à mon avis, l'enjeu majeur, c'est qu'il manque tout simplement de logement. Le taux d'inoccupation, là, depuis les 4 dernières années, depuis 2018, il est sous la barre du 1%. Et ce que ça cause, ça, c'est que ça entraîne une pression à la hausse sur le prix des loyers généralisé. Puis on parle là d'un taux d'inoccupation très bas, mais c'est pour toutes les catégories de logements. Fait que il manque de logements, donc les prix augmentent. Puis ça, c'est un phénomène tout naturel d'offre et de demande. On observe aussi un phénomène là, de discrimination plus marqué dans la sélection des locataires par les propriétaires et les gestionnaires d'immeubles. Ben, il manque de logement, donc ils ont l'embarras du choix. Donc, il se fait une discrimination beaucoup plus importante. Donc, il y a des gens, malheureusement, qui sont pas capables d'accéder à un logement pour des raisons qui sont pas nécessairement liées au prix du loyer. Ça, c'est très malheureux. Aussi, il y a le développement résidentiel. Moi, je me souviens, j'ai été élu en 2009, puis à l'époque, les municipalités devaient donner des incitatifs pour stimuler le développement résidentiel. Ça a changé, je vous dirais, autour de 2019, mais le développement d'unités résidentielles était insuffisant par rapport à la demande. Donc, on a créé un écart qui explique, à mon avis, le taux d'inoccupation très bas, là, depuis les dernières années sur le territoire de la ville de Saint-Hyacinthe. Ça, c'est, je pense, l'enjeu principal. Puis, c'est sûr qu'il y a des solutions pour régler ce problème-là, mais la solution principale, c'est de construire davantage. Donc, tous les programmes qui soutiennent la construction de logements, surtout abordables et sociaux, moi, j'encourage absolument ces programmes-là parce que, à mon avis, au niveau du privé, là, le privé, il est capable actuellement de répondre à la demande. On l'a vu sur le territoire de la ville de Saint-Hyacinthe, il y a une accélération du développement qui est incroyable depuis 2019. Donc, le privé là, est en train de gagner du terrain, mais malheureusement, le logement abordable et social, lui, il est à la traîne. Fait que c'est en fait l'enjeu principal. Il y en a plusieurs autres là qui sont peut-être moins significatifs. Je peux penser à la pénurie de logements sociaux et abordables là, qui dure depuis des années. Il y a toujours des centaines de requérants inscrits sur la liste d'attente à l'Office d'habitation des Mascoutins et d'Acton que je préside depuis 2009. Donc,
déjà là, on voit qu'il y a un problème au niveau de l'accessibilité aux logements sociaux et abordables plus particulièrement. Là. Puis là, les logements sociaux, déjà, avec des centaines de requérants, on a déjà un problème à ce niveau-là. Puis sur le territoire de notre ville, une des grandes particularités, c'est la rareté des terrains, ce qui fait en sorte que le développement devient très coûteux, puis devient aussi difficile parce que c'est pas simple d'acquérir un terrain sur le territoire de notre ville. Souvent, ça nécessite des négociations qui peuvent s'éterniser. Souvent, les terrains sont juste pas à vendre, ils sont retenus par des promoteurs pour des fins de spéculation ou des fins de développement futur pour assurer la survie de leur entreprise. Donc, ça rend les choses compliquées, puis ça rend la compétitivité aussi difficile sur notre territoire. Puis encore là, si on associe à ça la hausse importante des coûts de construction là, qu'on vient de vivre dans les 2 dernières années, on a une inflation, je vous dirais, démesurée dans le secteur de la construction, bien, tout ça fait en sorte que, encore une fois, le prix des loyers neufs va toujours être de plus en plus haut, ce qui va nécessiter un financement public accru, surtout pour la construction de logements sociaux et abordables. Puis on vient de le voir, là, le projet qu'on a déposé dans le cadre de l'initiative de création rapide de logements. Et ça, c'est une belle initiative là, du gouvernement fédéral, appuyée par le gouvernement provincial. Je sais que notre député, là, Simon Pierre, a poussé beaucoup pour qu'on ait une première aide financière de 2 millions de dollars. Mais malheureusement, on a eu la bonne nouvelle en 2021. On a lancé l'appel d'offres il n'y a pas longtemps, cet été en 2022. Puis, on a eu un écart d'à peu près 1,4 million dans le prix de construction par rapport à l'estimation. Ça fait en sorte que le bouclage du financement du projet a été très difficile. On a eu besoin de demander de l'argent supplémentaire. Puis tout ça fait en sorte que les coûts de construction rendent le développement du logement social abordable puis du logement tout court beaucoup plus dispendieux pour les futurs locataires. Puis on l'a mentionné aussi, mais Saint-Hyacinthe a été touché par des incendies majeurs qui ont causé la dispersion d'une centaine de logements. Il y a des projets aussi de rénovation, de requalification, surtout dans notre centre-ville, qui ont malheureusement provoqué la disparition d'unités. Puis finalement, je vais conclure avec ça, mais la lourdeur puis les délais quand on veut développer du logement social et abordable sont, à mon avis, inacceptables. On a construit 4 projets de logements sociaux à Saint-Hyacinthe au cours des 13 dernières années. Ça représente 112 unités de logement. C'est très peu par rapport à ce que fait le privé. C'est un projet à peu près aux 4 ans, alors qu'à mon avis, il faudrait réaliser un projet aux 2 ans. Puis tout ça, c'est lié à la lourdeur des programmes. Ça prend, par exemple, souvent 2 ans recevoir une approbation pour le financement, pour l'aide financière. Après ça, ça prend 1 an pour travailler les plans, les devis, et après ça, 1 an à 2 ans pour la construction, ce qui fait qu'on n'est pas capable de suivre le rythme puis de répondre aux besoins du milieu. Alors, je vous laisse avec ça. Il y a beaucoup d'enjeux, je comprends. On pourrait en discuter longtemps, fait que je vais laisser aux autres continuer. Oui, Monsieur Sainte-Pie, Monsieur Luc Darcini, j'imagine que vous avez des constats similaires et à la fois différents. Oui, c'est ça. C'est la problématique, on va dire, dans des logements abordables ou sociaux. Souvent, c'est le manque de terrain dans les villes ou les municipalités. Là. Nous, moi, c'était la première fois que j'entendais parler de ça. Il y a un promoteur privé qui a fait une demande et disait que ça prenait 6 logements et plus pour avoir droit à une subvention pour les logements abordables. Pour des logements abordables, la subvention, quand il y a une construction neuve, dans les années qu'on est, c'est quoi le prix qu'une subvention offre à ces personnes-là? Et y a-t-il un suivi par la suite? Parce que c'est beau dire que le promoteur il demande un permis pour avoir une subvention. Et le logement abordable, si, mettons, je ne sais pas, s'il y a des 5,5, on dit que le prix moyen est à 2200 $. Avec la subvention, le loyer abordable, il vient-tu juste à 1000 $ ou ça vaut vraiment la peine qu'un privé fasse une demande semblable? C'est ma question, si monsieur le député ou peu importe, je ne sais pas qui peut me répondre. Là. En fait, je sais qu'il y a des clauses où souvent c'est par année, ils vont s'engager pour un minimum d'années
à offrir du logement abordable, mais après ces années-là, selon les programmes, il n'y a pas de garantie que ça va se poursuivre, là. Je ne sais pas si monsieur le député a de l'information supplémentaire. Je voudrais être certain de bien saisir précisément la question, si vous pouviez juste bien préciser ce à quoi ça s'applique. Ben, moi, nous autres, c'est parce que on a eu une demande de changer un règlement de zonage parce que le promoteur, il voulait construire, selon lui, pour avoir une subvention, je ne sais pas si c'est fédéral ou provincial, là, pour faire des loyers abordables, ça prenait 6 logements et plus. Mais pour un logement abordable, la subvention, il faut qu'on en vale la peine, là, parce que pour arriver à un logement autour, je ne sais pas comment qu'on avait parlé avec sur le comité de l'Office d'habitation, un 4,5 tournait autour de combien, là, le prix exact, mais avec les coûts de construction d'aujourd'hui, pour rivaliser avec un loyer qui en vaut vraiment la peine, parce que pour qu'une personne soit capable de payer un logement abordable avec des salaires ou peu importe des revenus très bas, je pense que il n'y aura plus de place quasiment dans la société si on n'a pas d'aide à quelque part, là. Mais je veux savoir, moi, si le gouvernement donne une subvention à un promoteur quelconque, s'il y a un suivi de ces logements abordables ou s'il y a un laisser-aller. C'était une de mes questions un petit peu. Okay, donc, dans le cas précis d'une subvention à un promoteur, je vous dirais que, comme dans n'importe quelle subvention, il y a souvent des dépassements de coûts, il y a souvent des mauvais suivis, malheureusement, qui sont faits. Ça demande toujours de la vigilance. Dans le cas, par exemple, quoique là, on n'est pas un promoteur, on est avec l'Office. On sait que là, par exemple, le coût augmente considérablement par rapport aux dernières unités de logements abordables qui viennent d'être annoncées à Saint-Hyacinthe. Donc ça va faire encore une fois une bataille à mener. Il va falloir aller chercher davantage de fonds, bien sûr, par rapport à ça. Donc, il n'y a pas de réponse unique par rapport à ça, par rapport au suivi, mais évidemment, il y a quand même un processus comme dans n'importe quoi où il y a des preuves, il y a des choses, il y a des éléments qui doivent être fournis après l'acceptation, bien entendu. Okay. Je vous remercie. Là. On a entendu quand même un bon topo, je pense, des élus. Maintenant, je veux ouvrir à l'ensemble des organismes qui ont une vision peut-être terrain et individuelle là, de personnes qui rencontrent. Je sais que vous avez autour de la table différentes clientèles que vous desservez. Donc, ça aussi, ça peut teinter peut-être probablement les réalités et problématiques. Je ne sais pas si quelqu'un veut nous parler des réalités de son organisme. Il y a Mme Auclair qui a levé la main. Il y a M. Rondeau aussi que j'ai vu. Donc, M. Rondeau, allez-y. Bon, on est d'accord avec tout ce qui s'est dit là. Évidemment, l'analyse comprend aussi d'autres données, c'est-à-dire on parle beaucoup de logements subventionnés, logements sociaux, logements abordables, mais il y a aussi le type de construction qui est fait, qui se concentre sur des clientèles bien précises au niveau du privé. Par exemple, pour les personnes âgées, qui prennent leur retraite puis qui veulent se rapprocher de l'hôpital. Donc, il y a des constructions qui sont faites dans ce sens-là. Ces gens-là, ils ont beaucoup de moyens, donc ils peuvent payer plus cher. C'est dans ce sens-là que le marché je pourrais dire, les entrepreneurs privés vont s'en aller, naturellement, ou encore les jeunes professionnels d'un autre côté. Puis entre les deux, toute la construction pour les familles, soit pour le logement abordable, soit pour du logement conventionnel, c'est évacué, ils en font pas de cette construction-là. Puis à quelque part, l'incitatif pour qu'ils fassent ce genre de construction-là, pour tous les niveaux, ça prend vraiment là, une politique qui est claire pour le développement. Donc, à l'heure actuelle, à ce que je sache, il n'y a pas vraiment de politique qui est centrée dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on va pas cibler des groupes des qualités, là, je pourrais dire des familles, par exemple. C'est un des types de logements qu'on n'a pas présentement ou qui se construisent très peu. Puis peut-être avec une politique plus intelligente, je pourrais dire, plus réfléchie de la part non seulement de la ville de Saint-Hyacinthe, mais de l'ensemble des villes de la MRC, on pourrait s'en aller vers quelque chose un peu plus, à moyen terme au moins, un peu plus correspondant aux besoins réels de la population. Puis, bon, en tout cas, à ce niveau-là, je pense que on pourrait aider justement nos élus à prendre des décisions parce que maintenant, surtout au niveau municipal, ils ont de nouveaux pouvoirs puis ils peuvent contraindre justement, peut-être pas contraindre, mais au moins
inciter un peu plus les constructions, le secteur privé, à faire ce type de développement-là, sans qu'il y ait nécessairement une subvention à la base là, qui soit importante. Là. Je veux dire, seulement qu'un incitatif, puis un règlement, par exemple, de zonage, ou je sais pas comment il pourrait, au moins qu'il y ait une qualité, un aspect qualitatif qui soit considéré dans le type de construction qui soit fait. D'accord. Madame Auclair? Bonjour. Donc, par rapport à la question de ce qu'on est témoin sur le terrain, plus précisément pour MADH, qui est un organisme d'hébergement et de réinsertion sociale en santé mentale, puis on est situé également, à préciser, on est situé dans le centre-ville de Saint-Hyacinthe. C'est de plus en plus difficile d'accompagner, par la suite, après le 6 mois, d'accompagner par la suite un logement plus permanent pour la personne, donc qui est la consolidation des acquis qu'ils ont fait par rapport à leur autonomie et leur responsabilisation à notre organisme. Donc, c'est de plus en plus difficile pour les personnes de trouver un logement abordable. Une bonne partie sont sur comme revenu, ils reçoivent l'aide sociale. Donc, on est dans la recherche, on accompagne là-dedans, mais on va offrir, dans la recherche, ça va être surtout des chambres, mais c'est difficile par la suite pour la personne. En chambre, on ne sait pas avec qui on va vivre. Ça peut être, il peut y avoir plusieurs difficultés qui se présentent. Donc, pour leur autonomie, ça allait mieux au niveau de leur autonomie. Parfois, ils vont retourner dans leur famille ou ils vont retourner avec des fréquentations de personnes qui avaient décidé de mettre fin parce que c'était des amis, par exemple, toxiques. Si on pense à quelqu'un qui dans le passé, il y avait une problématique de dépendance. Là, parfois, on remarque que les gens, ils vont retourner dans ces milieux-là. Donc, c'est sûr que nous, notre mission se trouve affectée, nous, c'est maximum 6 mois, mais on va se retrouver à rallonger parfois le temps d'hébergement parce qu'on veut pas nuire à la personne, on veut bien l'accompagner, on veut pas qu'elle se retrouve à être fragilisée là par rapport à la situation de la crise du logement. Donc, mais c'est bien évidemment, on a beaucoup de demandes là, d'hébergement. Là, puis c'est ça, parfois on a des appels de gens que c'est que pour d'hébergement, moins pour au niveau de notre programme de réinsertion sociale. On a souvent des appels à ce niveau-là. Donc, il y a vraiment une urgence pour les personnes de se loger. Puis, par rapport plus précisément à la santé mentale, ça les affecte. Il y a plus d'anxiété parce que les gens, ils arrivent à MADH, mais ils s'inquiètent de où je vais vivre après, Puis, c'est important aussi. Il y en a plusieurs pour leur autonomie, c'est important d'être près de services, d'activités, de ressources. Donc, au centre-ville, on est bien situé, mais c'est de plus en plus difficile d'avoir un logement abordable. On a parlé avec les incendies, puis aussi la démolition de logements. Il y avait beaucoup de logements abordables qui ont été démolis au cours des dernières années, soit par des promoteurs privés ou même la ville qui a eu des constructions de stationnement. Là. Donc, ça, c'est tous ces enjeux-là qui fait que c'est de plus en plus difficile de poursuivre notre mission en post-hébergement, puis de prévenir aussi l'itinérance. Oui, mais je comprends que c'est ça qu'on peut nuire au rétablissement d'une quantité de gens quand on ne sait pas de quoi sera fait leur avenir, puis vos listes d'attente s'allongent forcément puisque vous rallongez là, la période où ces personnes-là peuvent rester chez vous faute de logement. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux assez déplorable. Il y a Madame Blier qui a levé la main également pour nous parler des femmes, j'imagine. Ben oui, tout à fait. Pour parler des femmes, il y a des choses, effectivement, au niveau de la santé mentale. Nous, ce qu'on voit, c'est il y a des femmes qui ont accès à un logement justement social ou à un PSL, là, dans le fond, un programme qui permet de, même en privé avec un propriétaire, d'avoir une subvention pour que le logement coûte moins cher. Il y a une différence marquée et notable entre ces femmes-là, pour un revenu similaire, là, entre ces femmes-là qui ont accès à des logements comme ça au niveau de leur capacité de se nourrir, parce que veut pas le logement, quand on parlait dans les statistiques là, qu'il y a plusieurs personnes pour qui ça correspond à plus de 50% de leurs revenus, nous on voit ça, là, des 50%, même des 75% de leurs revenus, juste le logement. Donc, ces personnes-là qui ont accès à un logement social ou un logement abordable, ils sont capables de mieux se nourrir. Au niveau de la santé, il y a des répercussions. On parlait tantôt, Émilie parlait de la santé mentale, l'anxiété. Ça a un impact majeur, mais aussi tout ce qui est isolement, exclusion, parce que quand t'as pas les moyens, on s'entend, on sort pas, on fait rien. Donc, ça aussi, ça a un impact majeur sur la santé mentale. Puis, ce qu'on voit sinon, les personnes qui n'ont pas accès, qui sont dans le privé,
c'est de rester dans des logements insalubres. Ça arrive fréquemment. Donc, ils vont pas déménager d'abord parce qu'ils peuvent pas en trouver un. Ça, il y en a pas de logement. Donc, non seulement il y a pas de logement, mais il y a pas de logement abordable. Et puis, certains ont parlé d'itinérance, dormir dans sa voiture, des choses comme ça, c'est ce qu'on peut voir. Donc, subir des réalités, on va dire, intolérables pour être capable de se loger. Donc, beaucoup de détresse à ce niveau-là. Puis, j'ai envie d'ajouter quelque chose au niveau de la violence conjugale parce que on intervient aussi avec des femmes qui en vivent. Ben, ça a un impact. Hein, le fait de pas être capable de trouver un logement, des fois, ça fait en sorte qu'il y a des relations, que la femme va rester dans sa relation toxique de violence parce que elle voit bien qu'il y en a pas de logement. Puis même si c'est pas juste des peurs, c'est aussi une réalité. C'est vrai qu'il y en a pas tant de logements. Puis pour parler pour mes consoeurs qui sont en maison d'hébergement, ben aussi l'autre réalité qui peut arriver, c'est que des femmes vont demeurer plus longtemps dans la maison d'hébergement parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de logement. Donc à ce moment-là, d'autres femmes qui pourraient avoir accès à la maison d'hébergement ne l'ont pas. Fait qu'il y a quelque chose aussi au niveau de la violence sur notre territoire à regarder, là. Puis enfin, pour terminer, ben moi, c'est sûr, un peu comme M. Darcini, je pense le nommer, c'est quoi abordable? Ça, c'est une grande question aussi parce qu'on peut bien dire on veut du logement abordable, mais c'est quoi le logement abordable? Il y aurait quelque chose à regarder là-dessus. Puis, c'est parfait, les logements sociaux, il faut qu'il y en ait de plus en plus, mais on remarque qu'il y a des trous. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, il y a une liste d'attente très grande, mais il y a des personnes qui peuvent même pas avoir accès à un logement social. Puis à l'heure actuelle, dans le privé, les logements sont tellement élevés qu'une personne qui a un petit salaire, elle se retrouve dans un trou, là. L'écart, l'appauvrissement, présentement, est en train de s'agrandir parce que c'est des nouvelles personnes qui viennent chercher aussi de l'aide alimentaire. Fait que, il y a vraiment quelque chose là dans les solutions qu'on pourra regarder tantôt au niveau de l'abordabilité. Voilà. Oui, absolument. Il y a toute une classe de salariés, là, effectivement, qui est oubliée puis qui tombe dans aucun de ces programmes-là pour leur venir en aide. Puis l'abordabilité, on voit que la différence entre ce que le gouvernement en pense puis ce que les organismes en pensent et les militants s'agrandit aussi. Là, c'est un vocabulaire qui est de plus en plus galvaudé là, sur certaines tribunes. Donc, il y a madame aussi Ituriaga du Technopole qui a levé la main pour parler de ces réalités. Oui, bonjour. Il faut aussi quand même tenir en compte que nous, on travaille beaucoup à l'attraction et que dans les dernières années, c'était très facile avant la pandémie. Nos familles pouvaient venir et quand je parle d'immigration, il faut faire attention. On parle de multiples réalités. On peut avoir un couple de professionnels qui peuvent tout à fait se payer un logement comme n'importe quelle personne de la population, mais on a également des profils qui, après un certain temps et après beaucoup d'économies, y arrivent et rapidement avec des réalités qui sont propres à l'intégration dans le climat, dans l'ameublement. C'est de redémarrer encore une vie. Les défis deviennent vraiment extrêmes et nous, on remarque beaucoup monter depuis les 2 dernières années, une montée de discrimination. Évidemment, les propriétaires, c'est dans les luxes, là je dis luxe parce que la discrimination est interdite au Québec, de choisir ses locataires. On comprend bien qu'ils vont choisir les gens qui sont capables de payer le logement, mais là, on parle aussi des situations dans lesquelles on choisit pas l'origine nationale, mais également la couleur de la peau. Donc, on voit la discrimination qu'on a fortement lutté depuis des années au Québec à faire disparaître pour que toute personne puisse avoir un logement digne. On voit renaître encore des situations quand même pénibles. Et c'est important de dire dans notre territoire, la région mascoutaine, il y a beaucoup de dynamiques d'emploi quand même. On est une belle région pleine d'emploi et l'entrepreneurship est important. Donc, ça reste important l'enjeu de l'immigration et c'est actuellement avec tout ce qui se passe dans les médias, ça biaise beaucoup. On tombe dans des caricatures sur l'immigration. L'immigration est tellement diversifiée. On a des catégories dans notre région qu'on connaissait pas ou très peu, comme par exemple les travailleurs temporaires étrangers, que les logements il faut l'adapter à eux. C'est quoi adapter le logement à eux? Si on veut pas avoir des gens dans des 5,5 ou 4,5, entassés par 6 ou par 8 dans un logement, mais il faut penser plus à des chambreurs, à des développements d'un autre type de logement, comme par exemple je vous entends beaucoup parler d'abordable et social, mais il y a également les familles, certaines familles sous l'immigration arrivent, ils sont nombreuses. Quand on dit nombreuses, nous on est habitué à 1,
0 enfants, 1 ou 2 max. Mais nos familles arrivent avec 3, 4, parfois même 5 et on est moins habitués, on a moins de logements. Donc, avec la rareté des logements, des fois, qu'est-ce qu'ils vont trouver? C'est des logements vraiment très insalubres, pas vraiment à l'auteur. Donc, on vit tout ça au Québec, mais quand en plus on vient d'arriver et qu'on doit se loger, parce que c'est le gouvernement et c'est la région qui veut attirer l'immigration, qui l'a choisi. Mais ces familles-là, ils vont vivre beaucoup des incidents qui parfois sont impuissants et que nous on réfère à logement mamelle parce que parfois aussi la question des droits est nécessaire et ils méconnaissent tous leurs droits. Donc, vous voyez, il y a quand même des enjeux importants aux côtés de personnes issues de l'immigration, comme je vous dis, qui n'ont pas un profil unique, mais multiples besoins qui sont distincts, comme la population en général. Oui, puis comme ils vivent plusieurs défis, ben le fardeau qui revient aux locataires de se battre contre ça, contre la discrimination, puis ce que leur font subir les propriétaires, là, ça devient encore plus épuisant pour eux, là, on le comprend. C'est surtout la manque de connaissances d'une société, d'une culture, parce que oui, apprendre rapidement, ils travaillent, mais quand on est dans notre pays d'origine, on connaît comment se défendre, comment on est bien armé, mais quand on connaît pas, un peu comme pour les femmes, par peur, par exemple, si on prend le profil des demandeurs d'asile, par peur de déporter, par peur d'avoir des chicanes et que ça aille en loi et que la loi puisse me voir comme un méchant, mais je préfère me taire et vivre l'exploitation. Et on en a entendu des histoires d'horreur. Je dis pas dans notre région, on en a tout le temps, mais il peut en avoir. Et il faut être vigilant parce que les locataires, ils deviennent très vulnérables à ces moments-là. Et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec le logement mamelle. Oui, absolument, je comprends tout à fait. Monsieur Gilina? Oui, bonjour, merci. Moi, je vais faire porter mon intervention sur un autre défi auquel on s'est attaqué sur le territoire, qui est celui de travailler ensemble. Donc, effectivement, on a pris conscience et connaissance du besoin que le milieu a exprimé par rapport à la question du logement. Et rapidement, au niveau du CIS, parce que quand on parle de logement, on parle d'un déterminant social de la santé. Donc, rapidement, au niveau du CIS et de la CDC, des Mascoutins, on a pris l'initiative, effectivement, de mettre en place une concertation, comme vous l'aviez mentionné dès le départ. Et ça a été vraiment un premier pas vers le travailler ensemble, parce que c'est essentiel dans la question du logement. Ça ne peut pas reposer sur un seul partenaire. Oui, on a des rôles et des responsabilités différentes, mais il faut tous et toutes mettre la main à la pâte dans un dossier comme celui-là. Et ça, c'est le premier défi auquel on s'est attaqué, donc il y a déjà quelques années, et qui se poursuit actuellement. Et je vous dirais que le cheval de bataille actuellement qu'on souhaite mener au niveau de la concertation, c'est vraiment d'avoir un meilleur aperçu de la qualité aussi des logements actuellement, parce que ce qu'on s'est rendu compte également, pour compléter le topo, c'est que il y a quelqu'un qui l'a mentionné plus tôt, il y a des gens qui retiennent effectivement des logements actuellement et qui n'investissent pas dans leur bloc, et dont le bâti se détériore énormément. Et lorsqu'il est question de rénovation ou de remettre aux normes, ça devient très, très, très dispendieux. Alors, comment inciter aussi des propriétaires à garder en ordre leur logement actuellement? Ça, c'est, je pense, aussi un défi auquel on a à faire face. Oui, il y en manque, effectivement, mais il y en a actuellement qui sont effectivement insalubres et qui sont infects et qui auraient avantage à être rénovés, à être désinfectés. Ça, c'est très important. Et finalement, troisième élément, j'en ai rajouté un finalement, c'est celui de diversifier les promoteurs aussi au niveau de la construction, parce que on a mentionné la part du privé, on a mentionné la part du public, du gouvernemental qui prend beaucoup de temps, du public qui effectivement cible ses clientèles, mais il faut aussi travailler avec des OBNL, avec des coopératives pour diversifier les types de promoteurs sur le territoire. Je pense que ça aussi, ça devrait permettre de répondre à des besoins qui sont beaucoup plus ciblés au niveau des manquements qui ont été identifiés par mes collègues autour de la table. Je comprends que les défis s'accumulent. On a une liste qui s'allonge. On a les deux messieurs de Logement Mail qui voulaient encore intervenir là, au niveau des réalités. Là, si on voulait continuer la liste là, des défis ou des types de personnes qui vivent des situations absolument intenables là, depuis quelques années, là, je pense qu'on pourrait passer là, plus qu'une journée là-dessus. Là.
je pense que mon intervention pourrait plutôt parler des solutions. Là. J'ai l'impression qu'on s'entend pas mal tous sur le diagnostic. Tout le monde est attaqué en ce moment. Toutes les catégories de population sont attaquées, pas seulement les locataires, mais aussi les propriétaires. J'ai vu des propriétaires, des jeunes propriétaires qui voulaient une première propriété, être confrontés au fait que leur locataire, qui l'information était mal passée, avait 70 ans et plus et correspondait aux critères de la loi pour la protection là, en temps d'éviction. Et donc, eux sont confrontés à une situation, c'est-à-dire ils peuvent pas évincer leur propriétaire, mais sont pris avec une propriété qu'ils peuvent pas utiliser pour leurs objectifs, c'est-à-dire fonder une famille. Et là, faut vraiment penser en termes là, de classe moyenne ou de population générale. Le problème est partout, touche les entrepreneurs là, qui cherchent de la main-d'œuvre aujourd'hui, qui sont pas capables de les loger. Puis les solutions, je pense que aussi large la population, les catégories de population peuvent être touchées, aussi large doit être le bassin, le type d'outils, l'intervention de solutions qu'il faut qu'on utilise là est grand. Faut vraiment sortir, je crois, du modèle du financement de certains logements par le gouvernement, puis aller vers des types de projets. On en a un ici, puis je pense que ça peut répondre à la préoccupation que M. Darcigny soulignait là, au début, c'est-à-dire de l'abordabilité à long terme des unités de logement qui sont construites. Bon, mais le projet Biophilia Interloge à Saint-Hyacinthe là, qui a été annoncé, bien ça en est un projet où on n'a pas un 100% d'unités de logement qui est abordable. Puis la vérité, c'est que les logements même qui sont dits au prix du marché sont assez chers. Là. Même moi, je pourrais pas me payer un 2, 3,5 là, dans ces catégories de prix-là, mais en disant on réserve une partie des logements abordables, et que l'abordabilité se construise sur le long terme, on est capable d'avoir des modèles financiers qui se tiennent, qui sont viables. Je pense à d'autres types d'initiatives, un peu dans le même style. C'est des promoteurs privés, socialement responsables, dans le coin de Lac-Mégantic, qui font affaire avec une boîte, là, une OBNL située à Montréal, Vivacité, qui est une corporation de développement immobilier, mais solidaire. Leur modèle ressemble un peu à celui au programme qu'on a vu de la SCHL il y a quelques années. C'est-à-dire qu'ils vont payer la mise de fonds, et ensuite de ça, le reste de l'achat, c'est le propriétaire qui le fait. Là. Et donc, il y a possibilité d'avoir pour un même montant d'argent que le public investit, de démultiplier le nombre d'unités qui sont construites. Puis on peut parler de 3 à 4 fois plus. Là, j'ai fait des calculs sur les montants qu'on avait investis dans certains des projets en Chalim ici. Puis on arrive pour le même montant investi, on est capable à faire plutôt que du 70 portes, du 300-400 portes, mais plutôt en ciblant, par exemple, des premiers propriétaires de la classe moyenne inférieure. Ça, ces logements-là qui sont construits, qui sont pas ciblés pour des personnes à faible revenu, mais ces nouveaux propriétaires-là, ils iront pas confisquer, ils iront pas manger les logements pour les logements abordables qui sont encore existants. Fait en cherchant en cherchant d'autres façons de construire du logement abordable, je pense qu'on est capable d'aider un peu tout le monde, puis de démultiplier, de se donner un effet de levier pour aller chercher pour améliorer la situation de la population. Je comprends bien, il y a un effet domino là, qui se crée à ce moment-là, tout à fait. Ouais. Monsieur Rondeau, est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter dans ce sens-là? Dans ce sens-là, oui, je peux toujours dire là, qu'il y a différentes problématiques qui nécessitent différentes solutions. Ça, c'est d'une part. Puis l'autre affaire, je voulais rajouter tantôt une catégorie qu'on oublie souvent, qui, à Saint-Hyacinthe, est assez importante, c'est toutes les étudiants. On a beaucoup d'étudiants à Saint-Hyacinthe, puis il y en a beaucoup qui dorment dans leur voiture ou encore qui s'entassent dans des logements, puis c'est plus vivable pour eux, là. Ils peuvent même pas étudier. Là. Donc ça, c'est une autre catégorie qu'on oublie souvent, puis qui sont aussi défavorisés là, par le fait qu'il manque des logements. Donc la crise du logement qu'on vit présentement, il y a des solutions qui sont nécessaires à court terme, à moyen terme, à long terme, mais à court terme, pour l'immédiat, je ne sais pas comment on va pouvoir répondre à la demande le 1er juillet prochain. Il y a plusieurs personnes qui se retrouvent à la rue. On ne sait pas combien qu'il y en a parce que il y a eu tellement d'évictions, il y a eu tellement de feux qu'on ne sait plus combien qu'il y a de gens qui vont se retrouver à la rue. Il y a plusieurs personnes qui sont obligées de sortir de la région, d'abandonner leur emploi. C'est rendu un problème de société ici. Là. C'est plus rien qu'une problématique comme générale. Il y a des endroits présentement où il y a des commerces qui sont incapables de se trouver de la main-d'œuvre parce que la main-d'œuvre qui pourrait y travailler, elle est à pied, puis elle peut pas se déplacer pour y aller.
Donc, c'est un des aspects. L'autre aspect, évidemment, Anna-Louisa, tantôt en parlait, on a besoin d'une main-d'œuvre pour travailler dans nos usines, dans nos entreprises, et puis ils n'ont pas d'endroit où se loger. Donc, c'est une des grosses problématiques aussi qu'on a. C'est pas rien pour les nouveaux arrivants, c'est aussi pour les travailleurs de la région. On les perd là, présentement. Il y a des gens qui quittent leur emploi pour déménager ailleurs, à un endroit où ils peuvent se loger décemment. Donc, les solutions sont diverses. Et puis, oui, c'est le fun qu'on travaille en équipe maintenant, puis qu'on soit intégré justement dans les tables de discussion avec les décideurs aussi. C'est intéressant parce que, bon, ils ont répondu à notre appel. Je sais présentement que c'est au niveau des villes, ils ont pris une conscience, peut-être avec la dernière élection municipale, mais il y a une prise de conscience au niveau des villes qu'il y a quelque chose à faire. Puis évidemment, il y a un pas qui doit être franchi à quelque part, c'est d'intervenir justement dans le marché, c'est-à-dire d'imposer. Il n'y a pas d'autre mot, là, d'imposer une politique du logement qui soit correspondante aux besoins objectifs de la société dans l'ensemble. Donc, ces actions interventionnistes-là vont peut-être améliorer le portrait là, à moyen, long terme. Madame Blier? Oui, je poursuis également là, dans les solutions. Puis tout ce qui a été amené, je vais pas le répéter. Pour faire du pouce un peu sur ce que M. Rondeau disait, effectivement, la loi du... Tu sais, moi, je me dis, si nos élus de tous les paliers, si les gouvernements disent, reconnaître que le logement, c'est un besoin essentiel. Donc, de partir de cette prémisse-là, de dire, c'est pas pour que ce soit moins soumis aux lois du marché, idéalement. Parce que là, ce qui se passe, c'est que, on y va. Les coûts de matériaux de construction coûtent plus cher, on augmente les loyers. Un logement coûtait, exemple, 600 $ avant, mais les locataires s'en vont. Donc maintenant, ça va être 800 $ parce que de toute façon, c'est ça le marché. C'est beaucoup ça qu'on entend. Monsieur Bousquet l'avait dit tantôt, des gens qui sont discriminés parce que de toute façon, il y en a plein de locataires, fait qu'il y en a 20 qui visitent un logement. Donc, il y a des lois qui vraiment font en sorte que le loyer, le logement ne soit plus considéré comme quelque chose pour faire beaucoup de profit. L'autre chose, quelque chose peut-être pour soutenir même l'accès à la propriété parce que sûrement certaines familles, certaines personnes ne peuvent plus avoir accès, ça a tellement augmenté également l'immobilier, peuvent pas avoir accès à des propriétés, donc ils vont vers des logements. On se retrouve avec plus de gens qui ont besoin de logements. Puis mes collègues en défense de droit des locataires le savent encore mieux que moi, mais moi, ce que je vois, mettons sur le terrain, on va dire, exemple, refuser l'augmentation, du logement là, à chaque année. Refuser l'augmentation mais dites que vous restez dans le logement. Dans les faits, oui, il y en a qui peuvent le faire, mais ils se retrouvent, on a entendu des situations, on se retrouve finalement dans une situation où ils vivent un peu d'harcèlement. Là, ça devient difficile avec le propriétaire. Certaines femmes vont pas se sentir nécessairement à l'aise de soutenir ça. Moi, j'en ai vu une là, qui a réussi vraiment à le faire, mais une femme super très, très informée, très solide. Donc, ça devient très angoissant, très stressant parce que c'est ton milieu de vie. Donc, peut-être des lois qui font que c'est plus au locataire de venir dire, t'as pas le droit d'augmenter, puis de faire les démarches mais vraiment que t'as pas le droit. Tout simplement, c'est la fameuse petite case de celui qui payait avant un certain montant, puis le nouveau a 10 jours pour dire, c'est trop élevé ce que vous demandez. Pourquoi c'est au locataire toujours de devoir faire valoir ses droits? Oui, il a le droit, tout à fait. Il a tout à fait le droit, mais les démarches que ça demande quand déjà c'est difficile au niveau financier, quand déjà il y a une pression importante. Donc, je pense qu'il y aurait quelque chose à faire pour que ce soit plus solide là, à ce niveau-là. Parfait, je vous comprends tout à fait. Monsieur Nadeau-Voineau? Je vais renchérir sur la proposition de Mandoline, qui je pense est tout à fait adéquate, mais si on regarde bien un peu sur la question du loyer, l'augmentation du loyer, dans les faits, si on se fie à la réglementation, au règlement de fixation du loyer, dans les faits, il ne devrait même pas y avoir de problème. Parce que ce que la loi propose, c'est que le propriétaire peut augmenter le loyer, oui, mais pour compenser des dépenses qu'il a déjà faites, et non pas pour augmenter son profit. La marge de profit doit rester à peu près la même sous certains indicateurs comme l'inflation. Donc, il doit être capable de conserver sa marge de profit, mais pas de l'augmenter. Le problème, c'est l'application.
c'est comme la situation qu'on a souvent, c'est celle de Mandeline. Moi, dans la saison des augmentations de loyer, c'est que ça. À peu près, je lance un chiffre là, grossier, là, mais je dirais que 60-70% des gens qui reçoivent ce type d'augmentation-là, exagérée, et qui, même s'ils ont l'information, on leur dit qu'ils peuvent refuser et conserver le logement, la plupart sont terrifiés par l'idée d'être fichés à la régie ou au tribunal, ce qui s'appelle maintenant le tribunal administratif du logement. Ils ont l'impression que ils ont une tare s'ils refusent aux propriétaires ce qu'ils demandent. Puis je pense qu'à cet effet-là, il y a un problème de culture sur l'idée que quand tu es dans ton logement, si d'un, on veut le comprendre comme étant un contrat, bon, mais un contrat, nécessairement ne se dégage pas de son contrat qui le veut. T'sais. Donc, si on prend l'idée qu'on est en affaires, qu'il y a une relation de transaction économique entre le propriétaire et le locataire, bien, il ne devrait pas y avoir de gêne à vouloir protéger son pécule. Alors que dans les faits, la plupart des gens ont peur de le faire. Si on le prend plutôt au niveau de la façon dont les transactions se font, pas nécessairement sur la question économique, la transactionnelle, c'est peut-être l'effet de la pandémie, mais on sent dans la population une accélération, une intensification de comportements toxiques. Puis je veux pas dire que c'est la majorité des propriétaires, mais il y en a pas mal, trop. Puis souvent, il y a deux figures qu'on voit. Des jeunes et nouveaux propriétaires qui se disent un peu professionnels, eux sont là pour faire des affaires, faire du business, puis des vieux qui ont toujours fonctionné de même, puis qui veulent pas changer, puis qui sont un peu, on va dire, rabougris, là, qui n'ont pas une bonne attitude là, quand vient le temps de négocier ce genre de truc. Et là, comme il y a un incitatif à augmenter le loyer, où il y a une pression sur les coûts, parce qu'ils sont confrontés à ça. Là, ça crée des conflits là, généralisés qui, si on s'en tenait à la loi, n'auraient pas lieu d'être. Et je pense qu'il y a vraiment un aspect culturel, un aspect de voir la relation locataire-propriétaire. Il y a quelque chose là, qu'il faut vraiment qu'on dénonce dans plusieurs situations. Parce que ça fait en sorte qu'on assiste à des situations d'exploitation, des situations de dénigrement là, qui ont, la plupart du temps, ce sont les populations là, classiquement qui sont les plus touchées, là, les femmes, personnes âgées, personnes racisées, les immigrants qui se voient. Là, puis là, on voit de plus en plus des discriminations aussi, ou simplement pour la famille. Vous avez un enfant ou deux, là, du logement, il n'y en aura pas. Et la crainte d'être taxé là, de locataires difficiles, effectivement, est de plus en plus là. Donc, ça confirme l'ascendant un peu là, de certains propriétaires sur leurs locataires. Là. C'est vraiment déplorable. Madame Auclair? Oui, donc pour ajouter aussi à ce que Pierre-Alexandre nomme, ben, on le voit aussi en santé mentale qu'il va y avoir de la discrimination par rapport à la santé mentale ou les gens qui reçoivent de l'aide sociale. Là. C'est ça, on l'a nommé la difficulté pour les gens à se trouver un logement, qu'il y a comme une compétition là, à ce niveau-là aussi. Fait que c'est sûr que le propriétaire, il va favoriser celui qui se présente le mieux et tout ça, puis il y a beaucoup de préjugés là, à travers ça. Je voulais faire du pouce par rapport aux solutions, ce que M. Gina avait nommé, peut-être une solution qui pourrait être court ou moyen terme, mais c'est super bien la construction de nouveaux logements, mais le maintien d'un parc de logements abordables, ça c'est tout à fait important, puis qui pourrait être une solution ça plus rapide parce qu'on le sait que c'est long là la construction de nouveaux logements. Donc à ce niveau-là, je pense que ça pourrait être une bonne piste de solution. Puis du côté d'AMADH, l'organisme a pu justement l'année dernière là, donner propriétaire d'un quadruplex. Donc on a pu maintenir 2 logements permanents de la communauté. Là, on peut le maintenir abordable. Donc ça, on a été pour l'organisme, ça a été une bonne chose. Puis c'est une belle solution là qui peut se faire. C'est ça dans un temps plus rapide. Là. Sur l'enjeu, là, c'est important de le souligner, oui, sur la question des logements actuels qui existent, mais qu'on veut préserver comme au niveau de l'abordabilité, mais aussi dont on voudrait améliorer la qualité. Un des enjeux, là, souvent, quand on est confronté à ce type de dossier-là, c'est que la municipalité, au niveau de la salubrité des logements, il y aurait quelque chose à faire dès maintenant, c'est-à-dire de détailler qu'est-ce qu'un logement salubre dans sa réglementation. Montréal le fait. On pourrait prendre un exemple, c'est tout simplement de définir des critères, des modalités. Par exemple, faut chauffer à tant de degrés, la présence de coquerelles, il faut clarifier que c'est de vermine, c'est la responsabilité du propriétaire de s'en occuper. Il y aurait quelque chose à faire à très court terme, mais c'est plutôt au niveau de l'opérationnalisation. Si la ville veut forcer un propriétaire à faire ces travaux-là, les logements les plus insalubres exigent
une relocalisation temporaire des locataires. Puis là, on revient confronté à l'idée que, à moins que la ville décide de se bâtir une armée de réserve de logements pour accueillir ces gens-là temporairement, puis ensuite les renvoyer dans leur logement qui a été nettoyé, rebâti. Au niveau de l'opération, on n'a rien. Là. Peut-être que ça pourrait être discuté là, avec, par exemple, je vois le projet Biophilia, peut-être qu'il pourrait y avoir une proposition de la municipalité, je lance ça en l'air, de dire, on réserve une certaine unité pour faire ce type d'opération-là. On pourrait dire une opération de nettoyage dans la ville, c'est-à-dire que les propriétaires délinquants ou qui ne veulent pas faire les travaux, là, on les oblige, puis en attendant, on sait qu'on a un filet de sécurité pour ces familles-là ou ces personnes-là, ces locataires. Ça pourrait être une solution là, qui pourrait être pensée, discutée, mais on n'est pas dans le très court terme, malheureusement. Est-ce que la concertation a pensé à autre chose, ensemble peut-être, ou de façon séparée dans chacune de vos organisations? Mais si vous me permettez, il y a aussi l'effet de bien informer les propriétaires sur les réalités, parce que souvent, qu'est-ce qui fait que parfois ils sont comme déconnectés de la réalité de la diversification de la population? C'est important. Je parle de côté immigration, parce que c'est ce que je touche le plus, mais c'est sûr et certain que qu'est-ce qu'on voit actuellement, c'est que c'est accentué la discrimination sous toutes ses formes. Et je pense que c'est important de rappeler et conscientiser les locataires que c'est un droit fondamental. Se loger, c'est vraiment très important pour nous. Surtout dans les contextes canadiens. L'hiver, là, c'est pas très bien que les gens traînent dans la rue, là. On voit que le gouvernement, il veut éviter ces situations et ils ont mis des financements, mais il faut aussi qu'il y ait l'information, je pense, une conscientisation des propriétaires à ces réalités-là et à leur rappeler à l'ordre qu'on a des lois qui protègent les citoyens. Je pense que ça, ce travail-là, ils font beaucoup à Logement Mamel. Je pense que la table de concertation qui rencontre tout le monde, mais c'est parce que dans le moment, il y a tellement de désinformation et tellement des enchères que c'est le plus fort qui va réussir. Et donc, les gens les plus marginaux, ils restent marginaux. Donc, je pense que dans nos préoccupations aussi, c'est de bien informer et de surveiller cette situation-là. Je pense que c'est important. À part des constructions, etc., et de financement, je pense qu'il y a les questions comportementales face à l'importance des logements pour les citoyens. Monsieur Gélinas? Peut-être en complément, là, parce que tu relançais sur la question des solutions. Je pense qu'actuellement, on a nommé pas mal l'ensemble des solutions qui sont actuellement envisagées. Mais je voudrais juste mettre l'accent sur une qui a été nommée un petit peu plus tôt, peut-être dans notre discussion, mais je pense qu'il vaut la peine qu'on y revienne, qui est celle de vraiment se doter d'une vision au niveau de notre territoire, de ce qu'on veut au niveau d'habitation et que ce soit la ville de Saint-Hyacinthe ou l'ensemble de la MRC. Et ça, on l'a pas encore, cet outil-là. On est vraiment en action-réaction souvent là, par rapport à la réalité. Et donc, un peu en décalage, on n'est pas très proactif actuellement. Donc, je pense que ça prendrait la forme d'une politique en habitation, vraiment, pour que tout le monde travaille dans le même sens et adhère aux mêmes valeurs par rapport à ce qu'on veut qui adviennent sur notre territoire, que ce soit par rapport au développement de logements neufs, que ce soit pour la requalification, que ce soit pour la densification, parce qu'il y a aussi cet enjeu-là, hein, on ne l'a pas nommé, là, mais ça va nous rattraper ça aussi. Donc, est-ce qu'on peut s'entendre sur qu'est-ce qu'on veut avec ça? Parce qu'il y a des effets des fois pervers dans certaines orientations. Il faudrait comme les prévoir d'avance et éviter qu'on soit pris au dépourvu quand ça arrive là et laisser le développement seulement entre les mains des promoteurs. Alors oui, c'est ça. Ça peut créer notamment, là, je voyais passer des problèmes de gentrification. Puis si ça peut, vous encourager, vous décourager, là, c'est plusieurs régions sont comme ça, dans un réflexe faute de temps, faute de moyens, faute de toutes sortes de choses, là, dans un réflexe d'urgence et d'action-réaction. Mais c'est sûr que si on peut travailler en amont, c'est une piste de solution importante et intéressante. Monsieur Darcigny, je ne sais pas si vous avez entendu des choses qui vous font dire que votre municipalité pourra faire quelque chose. Avez-vous des trucs dans les cartons? On va toujours dire au niveau du logement abordable, peu importe. Mais moi, je suis l'Office d'habitation. Puis quand on parle de logement abordable, on avait déjà négocié un petit peu, je pense, avec Biophilia pour choisir les bonnes personnes qui en ont vraiment besoin. Ça, c'est déjà un critère. Et souvent, aujourd'hui, pour un autre domaine, quelqu'un qui a des municipalités, qui a du terrain, je suis allé visiter à Farnham, il y avait un petit développement de micro-maisons
qui fait que les maisons sont pas mal plus abordables, mais c'est encore là, ça répond pas aux personnes qui ont des faibles revenus. Même si on parle de micro-maisons, ils pourraient pas se payer ça quand même. Est-ce que ça libérerait certains logements que ça? Peut-être que oui, ce serait une solution, mais allez savoir. Nous, à Saint-Pie, on n'a pas de terrain disponible, on est bloqué. Ça serait bon pour d'autres municipalités, là, même dans la MRC probablement. Ce serait peut-être des choses à étudier aujourd'hui là, avec la densification. J'ai trouvé ça quand même très bien. Le petit développement de micro-maisons, les terrains sont petits, les maisons sont petites, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir 8 pièces? Ça, c'est la question aujourd'hui avec le coût. Mais c'est toutes des situations à regarder. Là, et quelqu'un qui a la possibilité de le faire, moi, je travaillerais ça un peu, là, mais on voit encore des parcs de maisons mobiles qui sont comme beaucoup se font exproprier. À Saint-Paul-Abbotsford, j'ai vu qu'il y a des terrains que les maisons mobiles, le monde ont été obligés de tout déménager. Ça a été vendu par un promoteur pour construire d'autres choses. Probablement beaucoup de solutions, mais c'est toujours le terrain qui nous bloque aujourd'hui. Ben, je vais ajouter ça là-dessus sur la question du terrain, puis ça va faire écho à ce que Marcel disait, tu sais, c'est au niveau municipal et au niveau de la MRC que ça se planifie sur le plus long terme. La balle, au niveau du financement, souvent ce qui est dit, c'est que la balle est plutôt dans le camp de Québec et d'Ottawa, mais au niveau de la planification, designer comment notre région, notre territoire va se développer. La question du logement est au cœur de ça aussi. C'est vraiment au niveau de la planification dans le schéma d'aménagement, dans les plans d'urbanisme, dans la réglementation, les usages qui sont permis au niveau municipal et régional. Puis je pense qu'il faut vraiment quitter une posture, là, Marcel disait, de réaction ou une posture d'opportunisme pour vraiment passer à l'étape suivante, c'est-à-dire de vraiment une vision, là, comme il disait, puis une planification à plus long terme de qu'est-ce qu'on veut pour notre région, notre population. Madame Blier, avec quelque chose à ajouter? Oui, bien, au fond, je ramène, c'est vraiment en conclusion, parce que je pense que ce que Marcel a mentionné tantôt, c'est vraiment la conclusion qu'on est venu faire à notre dernière concertation logement, de dire, on est rendu là, vraiment à regarder une vision commune, puis travailler avec tous les acteurs au niveau du logement pour regarder une politique, puis s'en aller vers ça. Je pense que c'est vraiment ce qu'on souhaite amener, puis ce vers quoi on veut aller là, à l'automne ensemble. Bien, je pense que ce à quoi vous tendez va vous amener dans la bonne direction. La MRC des Mascoutins là, est en bonne main avec les différents intervenants qui s'en occupent. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'être avec nous. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonjour. Merci. Merci. Bonne journée à tout le monde. Et continuons à travailler sur ce formidable dossier.